Épisode 22. La ligne verte. Assise sur le lit de ma chambre d'hôtel, je patientais en bricolant mon portable. Aujourd'hui, j'allais visiter le quartier pour femmes de la prison de Segdin en compagnie de quelques membres de l'équipe du film, ainsi qu'Alice qui avait énormément insisté pour m'accompagner. Je ne comprenais pas trop sa fascination soudaine pour les prisons. Mais bon, du coup, Wen s'était retrouvée à devoir jouer les nounous pour son chat, Cheshire. Nous avions rendez-vous à 9h20 devant l'hôtel, et il était 8h40. Mon téléphone se manifesta. Yue, enfin. Je décrochai sans attendre. « Alors ?» demandai-je, impatiente. « C'est pas Adélis qui meurt, c'est le Phelan Roy. » Je fis la grimace, déçue. Eishi Six, The Fall Impure, avant-dernier volume de la saga, sortait aujourd'hui. Mais comme prévu, Yue avait été faire la queue la veille avec des membres de son groupe de fans pour récupérer le livre à minuit. Et elle l'avait évidemment dévoré dans la nuit. « Ce sera pour le prochain. Raconte-moi un peu ce qui m'arrive. La Banshee de l'extrait, il y a un lien avec Adélis ou pas ?» Rien n'est dit franchement, mais honnêtement, il y a peu de doute. Il faudrait que je me procure le bouquin en anglais pour vérifier, mais vu l'échange qu'elle a avec Adélis quand ils vont à sa rencontre au creux de Lias, près de la maison de la famille Oshi, c'est bien sa mère. C'était très triste d'ailleurs, car elle ressentait une espèce de honte à ressembler à cette créature un peu folle. Attends, tu veux dire que la mère d'Adélis est rattachée à la demeure des Oshi ? C'est ça, ouais. Les jumeaux viennent de découvrir qu'ils sont issus d'une importante lignée du Shi et qu'ils possèdent donc leur propre Banshee. C'est elle qui a annoncé la mort de leurs parents le soir de leur assassinat. Mais le mec qui a violé la mère d'Adélis, c'est pas un Oshi, rassure-moi. D'où tu sors cette horreur ? Il a jamais été dit qu'Adélis était le fruit d'un viol ! Je laissai filer un ricanement légèrement condescendant. Si, moi je te le dis, l'autrice me l'a bien fait comprendre. Ah, mais c'est ignoble ! Et ça explique tout. Dans la scène, elle refuse que les hommes l'approchent et n'accepte de communiquer qu'avec Kenoka. C'est également pour ça qu'Adélis doit vivre chez ses grands-parents paternels en France. Son père est enfermé à Conan, probablement pour ce qu'il a fait à sa mère. T'extrapoles à mort, là. Non, tout est logique, me défendis-je. Et si on suit ce raisonnement, cela signifie qu'Adélis est pour moitié Banshee de la famille Oshi et qu'elle pourra donc sentir la mort des jumeaux arriver. Termina Yue à ma place. Ouais, je pense effectivement qu'elle va jouer un rôle dans ce sens. Par contre, après avoir lu ce volume, je crois pas que l'autrice la fera mourir. Et moi, je maintiens ma position. Adélis ne survivra pas. Je verrais bien un truc dans le genre sacrifice pour protéger un des jumeaux. Désolée, Daphné, mais j'y crois plus. Elle a déjà dézingué le Phelan Roy, la figure paternelle, celui qui guidait les jumeaux depuis le début, un personnage ultra apprécié des fans. Elle peut pas faire 2 fois le coup. Sans compter que Case est passé du mauvais côté. Il reste qui pour soutenir Kem si elle tue Adélis ? Oh, d'ailleurs, Adélis et Kem couchent ensemble. Sérieux ? M'étonnai-je. Ouais, juste avant qu'ils partent en quête du chaudron de Dagda pour le détruire avec le Phelan Roy. Je fronçai les sourcils. C'est dit explicitement ? Il y a la description de la scène et tout ? Bien sûr que non, c'est un truc pour les ados, et tu sais bien que les ados ignorent ce que c'est que le sexe, ironisa ma meilleure amie. Elle a simplement glissé une phrase gnangnan du genre « Ils ne se quittèrent pas de la nuit jusqu'à s'endormir l'un contre l'autre aux premières lueurs du matin. » Bah, ça veut rien dire, ils ont peut-être passé la nuit à discuter, hein. Oh non, mais pitié, quoi, s'agaça Yue. Évidemment qu'ils ont baisé. Il y a des gamins de 12 ans qui lisent Eishi, c'est un livre jeunesse. Ça m'étonnerait qu'un éditeur laisse ne serait-ce que sous-entendre ça. J'étais bien placée pour savoir que les fans d'Adélis pouvaient être très jeunes. C'est bon, ils ont 17 ans, râla ma meilleure amie. Et puis elle a pas écrit, il a pris son bon gros chib et a fait des va-et-vient dans son vagin moite de désir. Je levai les yeux au ciel. Toujours aussi poétique quand on parle de cul, oui. Non, mais ça reste ultra soft. Tu veux comprendre, tu comprends. Tu veux pas comprendre, tu comprends pas. Bon, par contre, j'espère qu'ils s'abstiendront de mettre ça en scène dans les films. Ouais, j'avais déjà évoqué cette éventualité avec James et Alejandra, et ils pensaient qu'il était tout à fait envisageable qu'il y ait une scène de sexe suggérée. Hein ? Mais s'ils font ça, les parents vont hurler, non ? Je sais pas, ça peut être beau et tendre. On n'est pas obligé de me voir à poil avec Noam en train de faire des va-et-vient entre mes cuisses, tu vois. Pouah ! S'écria-t-elle. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi tu me mets des images aussi ignobles dans la tête ? Je te jure, ils font ça, mais je dégueule au milieu du cinéma ! Je soupirai. Yuyu, ce genre de scène fait partie du métier d'acteur.
Je m'apprête même à en tourner une, je te signale. Ouais, mais le sacrifice des machins, je m'en tape. Je peux m'épargner la peine d'aller voir ce truc. Keiichi, impossible. Et j'ai absolument pas envie de t'admirer en pleine action avec Noah Hemsworth. Je préfère garder la belle image de ma meilleure amie, trop classe en banshee. Je souris, flatté par le compliment. Tu connais l'hypocrisie américaine. Premier producteur de porno au monde, mais censure un téton sur les réseaux. Même s'il y a du sexe, ce sera 3 secondes, et nous serons soit à moitié habillés, soit cachés sous un drap. Je sais qu'il y a peu de chances que tu te retrouves à poil en train de hurler ton plaisir face caméra. J'espère que pour une fois, ils respecteront le livre à la lettre. On toqua 2 coups à la porte de ma chambre. Ils se contenteront probablement d'un sous-entendu du même genre. Bon, je vais te laisser, Alice est là. Je te souhaite bon courage pour ta journée de boulot. Tu déconnes? J'ai fait nuit blanche, je suis crevé. Je vais appeler pour leur dire que je suis pas bien et je vais passer la journée au fond de mon lit, peinard, à relire les meilleurs passages du bouquin. Je soupirais de dépit. Yue et son travail, ce n'était clairement pas une histoire d'amour. Mais ces derniers temps, elle abusait des arrêts maladie. Ouais, j'ai pas le temps de te faire la leçon, là. Je te dis à plus tard. Repose-toi bien. Merci, éclate-toi bien en prison. M'éclater en prison? C'était bizarre. Bye, Yuyu. Je raccrochais pour ouvrir à Alice qui m'attendait debout, dans son tailleur noir impeccable, une cigarette encore éteinte entre les lèvres. Ready, la miss? Oui, je prends juste ma veste et j'arrive. J'allais récupérer le dit vêtement que j'enfilais rapidement. Lorsque je revins vers Alice, elle avait dégainé son portable et souriait en l'observant. Je soupirais. Photo de Cheshire? Je commençais à connaître mon agent, et je savais que lorsqu'elle affichait cette expression, c'était que cela concernait son chatounet adoré. Oui, regarde, je crois que t'as de la concurrence. Elle me tendit le téléphone où je pus apercevoir Cheshire rouler en boule sur les genoux de Wen. Pas de visage, mais je reconnaissais le pantalon, bien sûr. Il envoyait une photo à Alice quand je devais me contenter d'un simple message au petit matin. « Bonne journée, à ce soir. » C'est mignon, dis-je avec un sourire fin. Je n'étais pas jalouse, à dire vrai, mais inquiète. Depuis le mariage de Guillaume, puis son anniversaire, j'avais l'impression qu'il m'échappait. Il était plus sombre, souvent pensif, et chaque fois que je lui faisais remarquer, il s'arrangeait pour faire bifurquer la conversation. Il prétendait que tout allait bien, mais je le connaissais bien désormais. Je savais quand il faisait semblant. Et en ce moment, il faisait semblant. Je suivis Alice jusqu'au rez-de-chaussée. Nous traversâmes le hall pour attendre dehors. « On sera nombreux ?» demandai-je à mon agent qui était en train d'allumer sa cigarette. 6. Toi et moi, Anne, le chef d'écho, un responsable du casting pour les figurantes et le chef opérateur. « Oh, ils vont prendre des figurantes parmi les détenus ?» m'étonnai-je. Alice hocha la tête en expirant sa fumée loin de moi. « Ça donnera une belle crédibilité au film, en plus de filer du travail aux filles enfermées là-bas. »« Mais c'est pas dangereux ?» Alice m'adressa un sourire bienveillant assorti d'un regard tendre. « Non, tu verras. » Nous patientâmes une quinzaine de minutes avant que le van de la production ne s'arrête devant notre hôtel. Nous grimpâmes toutes les deux dans le véhicule qui prit la direction du centre pénitentiaire situé à quelques kilomètres de là. Le temps du trajet, j'échangeais un peu avec les membres de l'équipe du film sur leurs projets à venir ou passés. J'écoutais poliment, évitant de mettre en avant la lourde expérience que j'avais acquise sur les plateaux de Bray. J'avais bien compris que les cinéastes français nourrissaient un certain mépris pour le cinéma made in USA et qu'il était préférable de ne pas trop la ramener sous peine de passer pour la prétentieuse de service. Étonnamment, en groupe, ils faisaient front commun contre l'industrie du divertissement US, ignominie du capitalisme, produit commercial honteux. Mais lorsque je discutais seul à seul avec eux, ils semblaient tous très envieux de mon vécu et me confiaient régulièrement rêver d'une expérience outre-Atlantique. Une contradiction toute française. Le van s'arrêta sur le parking jouxtant l'établissement pénitentiaire. De l'extérieur, le bâtiment ressemblait bien à l'idée qu'on se faisait d'une prison. Hauts murs gris grillagés, barbelés, miradors et caméras, l'ensemble était encore propre dans la mesure où la construction était relativement récente. Notre petite troupe se dirigea vers l'accueil de la maison d'arrêt. J'observais les lieux dans tous les sens pour m'imprégner de l'ambiance, des bruits, des couleurs, des odeurs. Mon but aujourd'hui était de construire au mieux le personnage de Léa. Je voulais creuser un maximum pour l'interpréter de la plus juste manière possible. Le personnel nous accueillit poliment, notre visite ayant été planifiée dans les règles de l'art, et nous demanda de patienter. Il ne fallut que 5 minutes avant que Marjorie, la gardienne chargée de jouer les guides touristiques, arrive.
J'avais une vision du gardien de prison peut-être un peu caricaturale, celle d'un bulldog mal aimable qui persécute les détenus à coups de matraque. Alors, quand j'aperçus Marjorie, ses longs cheveux roux flamboyants, ses taches de rousseur et son sourire jovial, je fus un peu surprise. « Bonjour !» nous salua-t-elle. Elle serra la main aux membres de l'équipe avant de s'arrêter sur moi. « La Banshee ?» supposa-t-elle, un soupçon de malice dans la voix. Je souris, ravie de me retrouver en face d'une fan d'Eishi. Bon, en même temps, j'avais encore mes cheveux blancs. « À mi-temps, oui, » plaisantai-je. « Oh, ça me fait tellement bizarre de vous rencontrer. J'adore les films, et votre personnage. Même si je vais pas mentir, mon préféré, c'est Madgen. »« Ah, une fan d'Owen !» Elle se plaqua la main sur le cœur. « Il me fait fondre, ce jeune homme, avec ses grands yeux noirs et son sourire faussement angélique. C'est le plus beau des méchants. » « Alors qu'en vrai, c'est le plus beau des gentils, » répliquai-je sous le regard amusé d'Alice. La réalisatrice, elle, semblait peu sensible à l'enthousiasme de la jeune gardienne pour mon travail et montrait quelques signes d'impatience. « Bon, on va y aller, » annonça Marjorie. « Ici, vous êtes au centre d'accueil. De ce côté, vous avez les hommes. Nous avons actuellement 813 personnes pour 435 places. » J'écarquillai les yeux sous la surprise. Ma réaction fit rire notre guide. « Ouais, le taux d'occupation oscille entre 170 et 190%. Du côté des femmes, c'est moins chargé. On est à 149 places pour 106 personnes, donc ça va. Derrière, vous avez le centre d'évaluation, qui permet d'examiner les dossiers des arrivants ou les demandes de remise de peine avec toute la batterie de spécialistes que ça demande. Et nous avons également un bâtiment pour les arrivées. Avant, il y avait 40 places pour mineurs, mais aujourd'hui, ils sont à Kievrechin. »« Ah, parce qu'en France, on enferme des mineurs !» se scandalisa la réalisatrice, dont je ne doutais plus vraiment de l'orientation politique. La jeune gardienne ne se laissa pas déstabiliser par le ton. « Oui, c'est extrêmement encadré, mais c'est parfois nécessaire. Allez, on va y aller parce qu'après ça va être l'heure de manger et ça risque d'être compliqué. On va faire 2 groupes, si vous le voulez bien. Messieurs, vous patientez ici. Ma collègue va venir vous chercher, » ordonna Marjorie aux 3 hommes qui nous accompagnaient. Ceux-ci ne bronchèrent pas, se pliant bien volontiers aux règles de ce lieu très sélect. Alice, Anne et moi suivîmes donc Marjorie vers la droite de l'établissement. Elle marchait devant nous, bien droite dans son uniforme bleu marine, un talkie dans la poche et un trousseau de clés qui cliquetaient les unes contre les autres à chaque pas accroché à la ceinture. J'observais les grilles que nous franchissions. Des grilles, des barreaux, encore des grilles, et je me demandais si ces structures avaient toujours leur place dans un monde moderne. Ou alors, c'était pour garder l'image de la prison intacte ? Elles ont été prévenues qu'une équipe de tournage passait aujourd'hui. Elles risquent d'être un peu excitées, nous expliqua la gardienne en refermant une énième grille derrière nous. Vous accueillez quel genre de détenus ? Interrogea Anne. Oh, de tout. Il n'y a pas de profil, vous savez. N'importe qui peut faire une connerie et se retrouver ici. Vous avez des longues peines ? Oui, on en a. Moins que chez les hommes, c'est sûr, mais on en a. Je notais mentalement. Léa serait condamnée pour homicide volontaire à la fin du film. Elle prendrait perpétuité, 30 ans dont 20 de sûreté. Je devais essayer de comprendre l'état psychologique d'une personne condamnée à une vie de prison. Marjorie se saisit du trousseau qui pendait à sa ceinture et ouvrit la grille qui nous séparait des cellules. Devant nous s'étalait un immense couloir desservant des dizaines de portes à verrou à l'ancienne. « Avant, on pouvait laisser ouvert tout le temps, » nous expliqua Marjorie en refermant la grille derrière nous. « Mais la jeune génération est trop agressive. On est obligé de fermer. Elle se tape dessus autrement. » C'est quel genre d'ambiance une prison pour femmes ? Comment qualifieriez-vous l'atmosphère qui règne en ces lieux ? Demanda pompeusement Anne, qui attendait probablement une réponse imagée ou poétique. Marjorie sembla amusée par le ton. C'est compliqué. C'est pas aussi violent que chez les hommes, même si elle les imite de plus en plus. Mais ça se chamaille pas mal. Ça piaille, ça fomente, ça crée des conflits. Il y a beaucoup de clans. Les gitans avec les gitans, les marseillaises avec les marseillaises, les musulmanes avec les musulmanes. Elles se regroupent en communauté pour se protéger les unes les autres. Les plus âgées sont toujours un peu à part, mais elles savent se faire respecter. Elles se querellent beaucoup ? La gardienne soupira en reprenant sa marche vers le fond du couloir. Ouais, hier encore, il y en a 2 qui se sont foutus sur la tronche pour une histoire de petite copine. L'une a fini à l'infirmerie avec le crâne tailladé et l'autre est au mitard. Il y a beaucoup d'homosexualité ici. Elles se cachent pas, c'est pas comme chez les mecs. Elles sont parfois mariées avec des hommes à l'extérieur, mais pour compenser l'affection, elles ont une copine de prison. Il n'y a jamais d'amour entre surveillantes et détenues ?
s'enquit Anne avec un drôle de sourire. Marjorie serra les mâchoires. Ah, il y a eu des problèmes, mais pour faire ce métier, il faut s'imposer des limites. Il faut pas copiner tout en les respectant. On n'est pas des flics, on est là pour les soutenir et les aider. Moi, je me fous un peu de ce qu'elles ont fait. J'évite de regarder les dossiers. D'ailleurs, elles vont rarement en parler. Elles sont pas fières. Quelque part, elles ont joué, elles ont perdu et se retrouvent à payer ici. Je buvais ces paroles à ce moment-là. Et amis, ça ne vous est jamais arrivé de ressentir de l'amitié pour une détenue ? Insista Anne. Marjorie secoua la tête. Jamais. J'ai de la tendresse pour certaines, évidemment. Il y a des liens qui se créent avec celles qui sont là longtemps. De la pitié aussi. Je veux dire, quand on voit une gamine de 20 ans se défoncer au médoc, on peut pas rester insensible. Mais le rapport est très spécial. Il faut pas oublier qu'elles ont besoin de nous pour ouvrir la porte de la cellule le matin. Nous suivîmes Marjorie vers les cellules du fond. J'essayais de m'imprégner des bruits. Celui des clés, des portes qui claquent et des cris, étranges, un peu fous, de femmes désespérées. Il y avait également des pleurs de bébés au loin. « Il y a des enfants ?» s'inquiéta Alice. « Oui, » approuva la gardienne qui marchait d'un bon pas. « On a des cellules équipées pour les bébés et elles peuvent les garder avec elles jusqu'à 18 mois. Parfois, le juge autorise 6 mois de plus, dans les cas bien particuliers, mais au-delà, c'est illégal. Les douches sont en haut, » enchaîna-t-elle. « La cour pour les promenades est au bout là-bas. On a aussi une salle pour le sport et une salle de classe. »« Il y a des cours ?» m'étonnai-je. Oui, on reçoit régulièrement des intervenants de l'éducation nationale. Elles doivent préparer leur avenir. La prison doit permettre de progresser, et certaines n'ayant pas été longtemps à l'école, on leur apprend à lire et à écrire. J'étais sous le choc. Naïvement, très bêtement, je n'avais pas imaginé que des gens pouvaient ne pas savoir lire ou écrire dans mon pays. Pour moi et ma famille de profs, c'était l'évidence d'aller à l'école. « Ça va, Daphné ?» s'enquit Alice, le sourcil froncé. Je secouai la tête. « Hein ? Oui, pourquoi ?» Elle plaqua un faux sourire sur son visage. « Pour rien. » J'observais mon agent du coin de l'œil. Avait-elle tant insisté pour m'accompagner parce qu'elle avait peur pour moi ? Je n'étais pas une gamine fragile, j'étais capable d'encaisser la dureté du monde carcéral. Notre guide s'arrêta devant la porte d'une cellule où figuraient 2 matricules à l'ancienne et fit coulisser la petite trappe qui lui permettrait de communiquer avec les occupantes. « C'est bon les filles ? On peut entrer ?» Nous n'entendîmes pas la réponse, mais dans la mesure où Marjorie glissa la clé dans la serrure de la cellule, j'en déduisis que c'était oui. La gardienne ouvrit la porte en grand et entra devant Anne et moi. La pièce devait mesurer 10, peut-être 12 mètres carrés, et l'équipement était vétuste. Des lits superposés en métal, un mini-frigo crasseux, une table couverte de conserves et de paquets de pâtes, un réchaud usé. Sur la droite, directement en entrant, un lavabo et des toilettes à peine dissimulées derrière un rideau piqué de moisissures. Une immense fenêtre apportait un peu de lumière, mais le grillage qui l'entravait nous rappelait où nous nous trouvions. « Alors, Kim, bien dormi ?» demanda Marjorie. « Ça va, merci », répondit la jeune femme très maquillée en survêtement blanc assise sur le lit du bas. « C'est les gens du film ?»« Bah évidemment, je m'amuse pas à faire entrer n'importe qui. »« Donc voilà », dit Marjorie en faisant un tour sur elle-même. « Les cellules ressemblent toutes à peu près à ça, en plus ou moins bon état. On a généralement 2 personnes par cellule. Chez les hommes, c'est 3. » Je détaillais la pièce, m'imaginant vivre 3 ans ici. Les murs étaient couverts de photos et de dessins, indispensable rappel de la vie à l'extérieur. « Le grillage aux fenêtres, c'est pour les empêcher de balancer leurs gamelles dans la cour. Ça attire les rats, » nous expliqua Marjorie. « Vous avez qu'à faire de la meilleure bouffe, on la jettera pas par la fenêtre !» fit remarquer Kim. La gardienne rit. « Qu'est-ce que tu parles, toi ? T'es toujours en train de cantiner. »« Justement, tout mon pécule passe dans la bectance pour éviter vos plats de merde. C'est pas juste. »« Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'es pas à l'hôtel ici, hein ?» J'observais l'enfant sur les photos accrochées sur le mur derrière le lit. Il n'était pas très vieux. « Ça fait longtemps que vous êtes ici ?» demandai-je à Kim. Elle éclata de rire. « Mais tutoie-moi ! Ouais, ça fait 5 ans que je suis là. » Le petit bout sur la photo devait avoir 2 ans. Elle avait accouché en prison. « Et ça va ? Tu tiens loin de lui ?» Kim sembla touchée de m'entendre me soucier de ses sentiments. « Non, c'est l'enfer. Il me manque trop. J'ai qu'une envie, c'est sortir le retrouver, mais ils veulent pas me laisser partir, » dit-elle en coulant un regard mauvais à Marjorie.
Je te l'ai déjà dit, ma grande. Arrête le shit et reprends ta formation. Montre-leur que t'as compris, que t'es assagi. Et arrête d'agresser la moindre fille pour un regard de travers. Mais c'est notre pute aussi, là. Elle fait exprès de me faire un croche-pied au match. Elle le méritait. Oui, on connaît la chanson. C'est pas toi, c'est elle. Prends exemple sur Marine un peu. Elle se tient à carreau. Marjorie fit un signe en direction de la deuxième occupante de la cellule qui se trouvait assise à la petite table en plastique tout au fond de la pièce. Des cheveux châtains ramenés en queue de cheval basse, des lunettes, une allure frêle, presque chétive, encore quelques boutons d'acné. Marine ne devait pas être beaucoup plus âgée que moi. Elle sourit discrètement en entendant son prénom. Mais elle, c'est la pire !» gloussa Kim. Marine ne disait rien, se contentant de nous observer. Cette jeune femme dégageait quelque chose d'étonnant. On sentait une puissante, voire inquiétante, capacité de réflexion. « Ça fait longtemps que tu es là ?» lui demanda Anne, qui semblait tout aussi intriguée que moi par le personnage. « 9 mois, répondit-elle d'une voix neutre. « Et ton intégration n'a pas été trop difficile ?» Marine échangea un regard avec Marjorie. « Elle sait la jouer discrète », nous expliqua cette dernière. « Elle se faufile, n'existe pas. C'est une bonne technique pour avoir la paix. Hein, Kim ?»« Mais c'est pas ma faute si on vient toujours me faire chier !» protesta la jeune maman. Je m'approchai des deux filles. « Comment s'organisent vos journées ? Le temps ne vous paraît pas trop long ?»« Ah si, c'est horrible !»« On a des activités, » tempéra Marine. « Mais globalement, on s'ennuie énormément. »« Vous faites quoi comme activité ?» Marine soupira. « On fait du sport, on peut prendre des cours. Certaines filles en profitent pour passer le bac ou se former à un métier, d'autres travaillent. C'est important de s'investir pour convaincre le juge qu'on est prête à sortir. »« On doit leur montrer qu'on a compris la leçon, qu'on recommencera pas et qu'on veut reprendre une petite vie tranquille, » précisa Kim. « On voit régulièrement un psy aussi, » poursuivit sa codétenue. « Des fois, il y a des animations, des concerts, des pièces de théâtre. Mais on passe beaucoup de temps à réfléchir et à regretter. »« Tu regrettes ?» demandai-je. Marine rit doucement. « Oui, évidemment que je regrette. La prison, ça te casse. T'es humilié en permanence, t'es loin des gens que t'aimes. Là, Marjo est sympa, mais t'as des matones, ce sont des vraies connasses. »« Il y a des putains de racistes aussi !» ajouta Kim avec amertume. « Il y en a qui abusent pendant les fouilles, qui t'obligent à retirer ton tampon quand t'as tes règles pour te rabaisser. Ok, on a fait une connerie, on a mérité d'être punis, mais on reste des êtres humains, on a le droit à un minimum de dignité. » Marjorie écoutait, les bras croisés et les lèvres serrées. « Les filles se battent tout le temps, » continua Marine. « Un regard de travers, elles vont s'arranger pour te régler ton compte à la bibliothèque quand deux font le guet pour pas se faire choper. Moi, je veux pas de problème, je veux juste sortir. Je regarde mes pieds, je fais pas de coups d'éclat, je lis mes bouquins. Je vais où on me dit d'aller, je fais ce qu'on me demande de faire. Si on vient me chercher, je saurai riposter. J'ai ce qu'il faut. Mais c'est pas moi qui agresserai la première. »« Pareil, moi tout ce que je veux, c'est retrouver mon fils. Y a que lui qui compte. Et je veux bien l'élever, reprendre un boulot pour lui payer des études et qu'il finisse pas comme son père. »« Il est incarcéré aussi ?» m'inquiétai-je. Kim hocha la tête. « Il était en face, mais il a été transféré parce qu'il a fracassé un connard qui lui avait manqué de respect, » expliqua-t-elle fièrement. « Oh, ok, » fis-je, un peu surprise par le ton. « Et toi, tu feras quoi à ta sortie ?» demanda Anne à Marine. Cette dernière sourit en coin. « Je sais pas. J'ai conscience que ce sera pas pour tout de suite, alors j'évite de trop y penser. Je vis un jour après l'autre, une semaine après l'autre, en attendant les nouvelles de mon appel. » Kim soupira. « On est obligé de vivre comme ça. La prison, elle est surtout dans la tête. Si tu restes libre dans ta tête, tu vis bien. Si tu t'enfermes, alors là... » Là, ça craint, approuva Marine. « Il y a eu des suicides ?» interrogea Anne, sans une once d'empathie. Cette question m'apparaissait un peu obscène, alors que nous venions de parler dignité des détenus. Heureusement, Kim et Marine ne semblèrent pas offensés, et se contentèrent d'échanger un regard triste. « Ouais, » répondit la première. « Si t'es un peu fragile, c'est chaud de tenir ici. » L'évocation du drame, et surtout le silence de Marjorie, jetèrent un froid. « Bon, les filles, on va pas vous embêter plus longtemps, hein ?» annonça celle-ci. « Merci, mesdames, de nous avoir reçus, » remercia Anne. Kim se leva d'un bond. « Vous allez chercher des figurantes ?» Anne sourit. « Absolument. Daphné, ici présente, interprète Léa,
une jeune femme qui effectue 2 séjours en prison, et nous allons tourner ici cet après-midi. Nous reviendrons d'ici 2 semaines tourner de nouvelles scènes, et nous aurons besoin de figurantes à ce moment-là. »« Ah, mais j'aimerais trop jouer avec toi !» me lança Kim. « Ouais, bah doucement, ma grande !» la calma tout net Marjorie. « Va falloir être très sage si tu veux pouvoir participer. » Nous rîmes un peu devant le visage exagérément décomposé de Kim. Je fis un dernier tour sur moi-même pour observer les 4 coins de la cellule, pour bien me projeter et faire mon travail au mieux. J'allais pour quitter la pièce quand Marine m'arrêta. « Daphné, attends. »« Oui ? Tu veux bien me signer mon livre ?» Elle sortit un vieil exemplaire corné du 3e volume d'Eishi et un feutre noir. « Désolée, j'ai que ça », s'excusa-t-elle platement. Je souris en attrapant le feutre et son livre. « T'en fais pas, c'est un plaisir. »« J'adore cette série, » avoua-t-elle un peu honteuse. « Je sais que c'est pour les gosses, mais moi j'ai pas été une gosse très longtemps, alors ça me fait du bien de rêver avec ces bouquins. J'aime bien ton personnage. Elle est classe. » Ces quelques mots me touchèrent en pleine poitrine. « Moi aussi, je l'adore, » reconnus-je dans un murmure. Je lui rendis son livre signé et son feutre. Elle souriait comme n'importe quelle fan d'Eishi. Parce qu'elle était n'importe quelle fan d'Eishi. Nous sortîmes derrière Marjorie qui referma la porte. « Ça va, Daphné ?» s'enquit Alice. « Ça va », soufflai-je, un peu ému par ces rencontres fortes et inspirantes. « Elle parle beaucoup, hein. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle raconte, » nous avertit Marjorie. Anne sourit. « Elle se donne le beau rôle, j'imagine. » « Ouais, elle baratine un peu, même si ce sont loin d'être les pires. À l'étage, on en a 2-3, elles sont irrécupérables. Il faudrait pouvoir repartir à la naissance pour tout reprendre. Vous savez, on sait quand une fille reviendra. On le sait parfaitement. »« Quid de Kim et Marine ?» m'inquiétai-je. « Oh, Marine, je m'en fais pas. Elle sortira vite et on la reverra jamais. Kim, par contre, elle a son mec dans la peau. Et son mec, c'est un cas très compliqué, alors... » Elle termina sa phrase par un long soupir de dépit. Je repensais à la petite bouille innocente sur les photos. Aurait-il un jour la chance de grandir avec son papa et sa maman ? Marjorie prit le temps de nous faire visiter les salles de sport et de classe, puis le bureau des chefs. Nous eûmes même le droit à un petit tour par la cuisine centrale de l'établissement aux 3000 repas par jour, où des détenus s'affairaient à préparer le déjeuner. Une organisation impressionnante. Nous fûmes invités à déjeuner à la cantine du personnel, le mess, où nous mangeâmes du poulet rôti accompagné d'une poignée de frites en échangeant avec les surveillants. J'étais arrivée pleine de préjugés sur la prison, les détenus et les matons, mais cette visite avait violemment remis mes pendules à l'heure. Certes, certains gardiens semblaient éprouver un plaisir sadique à exercer l'autorité, mais la plupart aimaient profondément leur métier pour son aspect humain. Les échanges, l'espoir de changer des vies, le sentiment d'être utile, tout ça ressortait dans leurs témoignages, et cette pause déjeuner fut tout aussi enrichissante que ma rencontre avec Kim et Marine le matin. Une fois notre déjeuner terminé, nous retrouvâmes la toute petite équipe de techniciens qui avait été envoyée sur place pour shooter quelques scènes. Les autorisations de filmer étaient difficiles à obtenir, en plus d'être extrêmement limitées dans le temps, et nous devions optimiser. Je rejoignis donc les maquilleuses et coiffeuses qui m'attendaient dans une caravane installée sur le parking de la prison. Elles commencèrent par teindre mes cheveux en châtain, une teinte un peu plus foncée que celle que j'arborais au naturel. Puis elles me les coupèrent. En frange. Gargle. J'avais déjà porté la frange, gamine, mais là... Elle m'avait fait la frange courte ridicule, celle qui laisse visible une grosse partie du front. J'avais l'air d'un bénet moyenâgeux. Elle m'avait d'ailleurs à peine demandé mon avis, se contentant de couper sans penser aux conséquences pour moi. Je n'avais pas osé protester de peur de passer pour l'actrice capricieuse. Personne ne touche à mes cheveux. Et puis, si c'était ainsi que devait être Léa, eh bien, je devais le faire. Mais mon reflet ne me plaisait pas du tout. « C'est très court », fis-je remarquer à la coiffeuse qui continuait de s'acharner avec ses ciseaux. « Ah bah c'est le personnage, hein. T'as peut-être pas l'habitude, mais c'est ça de travailler avec des pros qui savent faire ressentir physiquement toute la difficulté du vécu. » me renvoya sèchement balader la coiffeuse. Je me renfrognais. Ouais, ok, je venais de me prendre un bon « moi je fais de l'art, toi tu fais du divertissement, ta gueule ». J'enfilai ensuite mon costume, un simple jogging bleu foncé et des baskets blanches,
puis je retournai au maquillage pour la dernière touche, les bleus et les cicatrices. Nous tournions la scène finale du film, et Léa s'en était littéralement pris plein la pomme pendant 1h20. Il était donc logique qu'elle porte physiquement les stigmates de sa lutte. Une fois ma lèvre entaillée et des hématomes disséminés partout sur le visage, je fus invité à rejoindre la prison où l'équipe m'attendait. Quelques détenus triés sur le volet patientaient sur le côté, excités à la perspective de participer à un tournage de cinéma. En passant la porte de la cour de promenade, je fus un peu surprise par le peu de matériel. La caméra était minuscule, le perchman sous-équipé et les lumières inexistantes. « Ah ouais, elle a eu la main lourde, la coiffeuse !» se moqua impitoyablement Alice. Je lui jetai un regard inquiet. « Tu trouves ça moche ?» « Non, c'est juste... c'est bien dans le rôle, quoi !» tenta-t-elle de se rattraper en constatant que le sujet était sensible. Je sentis le malaise me gagner. Je n'avais pas imaginé Léa ainsi. Je n'avais pas imaginé qu'on attaquerait autant mon physique. Et j'étais en train de perdre pied. « Et allez, Daphné, tout ira bien, d'accord ?» me rassura Alice. « C'est juste des cheveux. Et si ça te gêne tant que ça, je connais une excellente coiffeuse spécialisée dans les extensions. Elle te fera un miracle dès la fin du tournage. Ok ?» Je hochai la tête sans réfléchir. « Ok, merci Alice. » « T'inquiète pas pour ce genre de conneries. Reste focus sur ta scène. » « Je vais faire ça. » Je me dirigeai vers la réalisatrice tel un automate. « Bon, Daphné, » débuta Anne. « on n'a pas beaucoup de temps. On doit avoir terminé avant 19h, donc on va essayer d'être efficace. Tu entres dans la cour, tu regardes les filles. Jacques filme. » Elle fit un signe en direction du technicien auquel le steadicam était harnaché. « On est au loin, puis travelling arrière pour mettre l'accent sur l'immensité de la prison par rapport à toi. On fera une prise avec l'autre caméra en courte focale pour tester l'approche. J'ai besoin de montrer aux spectateurs ce monde qui dépasse Léa, tu vois ?» Toutes ces précisions, on ne me les avait jamais fournies sur Eishi, et j'appréciais beaucoup de comprendre enfin l'utilisation des outils au service de la volonté du réalisateur. « Je vois. Pour Léa, on est d'accord qu'elle est morte avec Kevin, n'est-ce pas ?»« Exactement. Elle n'a plus d'envie, plus de joie, plus rien maintenant qu'il n'est plus là. » Ok, donc je vais partir sur le vide intérieur, le regard dénué de vie. Ça fonctionne pour toi ? Ce serait parfait. J'espère que tu vas t'en sortir. Elle semblait inquiète. Pourtant, ça ne me paraissait pas difficile à jouer. Adélie, c'était tellement plus compliqué avec ses origines fantastiques. Oh, ça devrait aller, la rassurai-je avec conviction. Viens, je vais te montrer où te placer. Anne m'escorta à l'intérieur du bâtiment et m'expliqua comment je devais en sortir. Rien de bien compliqué. J'entrai dans la cour, 7 pas, puis je m'arrêtais pour regarder autour de moi, vide de toute émotion. La caméra faisait le reste du travail. Il nous fallut encore une bonne heure avant que le premier action ne soit lancé. Globalement, le tournage était moins structuré, beaucoup plus fouillis, plus bordélique que ce que j'avais l'habitude, mais j'imaginais que c'était à cause du lieu très particulier dans lequel nous travaillions. J'entrai donc dans la cour de la prison où les détenus figurants vivaient leur vie. Je m'arrêtais et restais stoïque, insensible à tout ce qui m'entourait. « Attends, Daphné, il faut moins d'émotion. Ton regard est trop expressif. » me fit remarquer Anne. Merde. Ah, ok, je reprends alors. On enchaîne, vas-y. Je retournai à l'intérieur et inspirai profondément avant de regagner la cour. Je m'arrêtais comme convenu, tâchant d'être émotionnellement la plus sèche possible. « On coupe !» lança le caméraman. Anne vint discuter avec lui. En messe basse. « Daphné, il faut vraiment que tu ailles plus loin que ça, » me conseilla-t-elle sur un ton maternel terriblement humiliant. « Tu es Léa, tu es cette fille que personne ne regarde, celle qui a tout perdu en tuant de ses mains l'homme qu'elle aime sincèrement, celle qui a mis à mort sa raison de vivre. D'accord ?»« Oui, d'accord, bredouillai-je, mal à l'aise. Je ne pensais qu'à une chose à ce moment-là. Je ne joue pas bien. Mon travail ne leur plaît pas. « Louise, raccord maquillage, s'il te plaît, et on y retourne !» annonça Anne. Je laissai la maquilleuse me rafistoler. J'étais complètement larguée. Je ne savais plus comment exprimer le vide. Aimée, je l'avais toujours été. Mon papa, ma grand-mère, Élodie, Erwan, Yuyu, Cléa, Tim, Wen, les fans, la petite princesse que j'étais ignorait ce que c'était de ne pas être aimée.
On reprend! Tout le monde en place! Scène 96A, prise 2! Le bruit du clap retentit. Action! J'entrai dans la cour en m'accrochant au souvenir d'Adélis. Après tout, ma banshee fétiche manquait également d'amour. Peut-être pouvais-je me servir de celle-ci. Non, 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 ça ne va pas! Intervint immédiatement la réalisatrice, un peu agacée. Et non, Adélis ne suffisait pas. Les prises s'enchaînèrent. On me reprocha d'abord d'être trop positive. Je m'attachais donc à exprimer des sentiments pessimistes. Erwan qui m'avait largué, mon échec sur le premier tournage d'Eishi, Wen qui m'avait fui à Shanghai après m'avoir laissé espérer, et surtout l'humiliation, celle que je ressentais, là, maintenant, tout de suite. Le carburant ne manquait pas. Mais Anne me trouvait trop triste. Je repartis donc dans l'autre sens, en ressassant les souvenirs heureux. Wen et moi, Yu-Yu, Disneyland avec mon papa, mon audition réussie. Mais ça ne convenait toujours pas. Je devais être vide, me détacher de la vie et des plaisirs humains, ni heureuse, ni triste. Alors je décidai de penser à la mort, la mienne, à la futilité de mon existence. Mais j'étais une optimiste de nature. Qui plus est, je n'avais jamais côtoyé la mort. Et la vague idée de ce que je m'en faisais ne suffit pas à Anne, qui était en quête de quelque chose de plus concret. Je me mis à faire souffrir tous les gens que j'aimais dans ma tête, un de plus à chaque prise. Et elles furent nombreuses. Trop nombreuses. À la fin de l'après-midi, j'étais épuisée, laminée, détruite. À force de passer mon temps à imaginer le pire pour moi ou les gens que j'aimais, j'étais en train de m'abîmer à l'intérieur. Et j'avais besoin de souffler. Ce qu'Alice, qui me connaissait bien, finit par comprendre. Anne, je peux te parler 1 minute ?» intervint-elle. Moi, je m'étais isolée dans mon coin. Depuis 2 prises, j'avais commencé à pleurer quand la caméra ne me regardait pas, et ça allait finir par se voir à l'écran. Je me sentais nulle, incapable de faire mon boulot, alors que la réalisatrice me dirigeait avec une patience d'assistante maternelle. Peut-être que finalement, je n'étais pas faite pour ce métier. Peut-être que je ne savais pas jouer la comédie. Peut-être que je ne serais jamais qu'Adélis, et rien d'autre. « Je te ramène, Daphné !» m'annonça Alice en me tendant un paquet de mouchoirs. « Mais on n'a pas fini !» protestai-je en chouinant un peu. « Oui, ils feront avec ce qu'ils ont, hein. 49 prises, ils vont bien trouver un truc qui leur convient là-dedans. » 49 prises. 49 prises. C'était officiel, j'étais un putain d'échec. Une actrice de merde. Je suivis Alice sans réagir, dépitée par cette journée bizarre qui m'avait fait tomber de mon piédestal. Je me changeais et tentais bêtement de tirer sur mes cheveux pour réduire ce foutu front. En vain. Je revins vers Alice tel un zombie. J'étais un mélange de désespoir et de honte à ce moment-là. Alice avait cru en moi sans m'avoir vu jouer. Et maintenant qu'elle avait assisté à ça, qu'allait-elle dire ? Elle allait me virer de son agence. Pire, elle répandrait partout avec son franc-parler habituel que j'étais une actrice à éviter. C'était la fin de tout. La fin de ma carrière. Nous montâmes dans la voiture qu'elle avait fait commander. Je m'assis sur la banquette arrière, loin d'elle, caché sous la capuche de mon sweat, ne m'assumant plus entre ma coupe de cheveux ridicule et ma piètre performance. « Daphné » m'appela-t-elle. Je reniflai discrètement, le nez rivé à la vitre. « Et allez, bichette, t'en fais pas, c'était dur ce qu'ils t'ont... »« C'était de la merde, hein !» l'interrompis-je. Elle resta soufflée, incapable de répondre. « C'était de la merde, n'est-ce pas ?» insistai-je. Je rêvais qu'elle proteste, qu'elle me dise « Non, tu te trompes, c'était bien. » J'avais besoin d'entendre que j'avais tort. « Daphné, c'est... » « Dis-moi la vérité. » Elle soupira. « C'était pas très bon, » reconnut-elle. Je fermai les yeux pour laisser les larmes glisser. Tout ce travail pour rien, tous ces espoirs inutiles. J'avais le sentiment d'avoir tout perdu. Sans ma carrière, que me restait-il ? « Et c'était ta première journée, c'est normal que t'aies eu du mal, » continua-t-elle. « Et puis la prison, c'est une claque en pleine gueule, rien de surprenant à ce que tu te sentes un peu bousculé. » « Non, j'ai pas d'excuses. C'était mauvais parce que je suis nulle, c'est tout. J'ai beau prendre des cours, ça sert à rien. Tu peux multiplier 0 par ce que tu veux, ça fera toujours 0. » « Daphné, t'es dure avec toi-même.
Tu bosses comme une malade, et crois-moi, ça paiera. Mais on peut pas être au top en permanence. Et aujourd'hui, c'était un jour sans. Ce qu'on te demande est loin d'être simple. Léa est une meuf terne, alors que toi, t'es un arc-en-ciel. C'est le grand écart. Même une actrice aguerrie aurait merdé. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Je ne répondis rien, me contentant de pleurer comme une gamine. Comme si quelques larmes pouvaient changer quoi que ce soit à la performance du jour. La main d'Alice se posa sur mon épaule. Pleure pas, poulette. Tu me fais mal au cœur. T'es une vraie artiste. Va pas douter dès que tu te prends un peu les pieds dans le tapis. Je me suis pas pris les pieds dans le tapis, Alice. Je me suis étalée de tout mon long. Il faut pas exagérer non plus. Il y a certainement du bon dans ce qu'ils ont shooté cet après-midi. Et puis, tu sais, s'ils sont aussi exigeants avec toi, c'est qu'ils sentent que t'es capable de beaucoup plus. Je reniflais. Tu parles, soufflai-je, pleine d'amertume. Allez, faut que tu te reposes, Choupette. Demain, vous tournez en studio. Ce sera quelque chose de plus familier pour toi. Je suis certaine que ça se passera mieux. Tu vas rentrer à l'hôtel, te commander un petit truc au room service, appeler la nounou de Cheshire et passer un agréable moment avec lui avant de faire un bon gros dodo. Tu viens avec moi demain ? demandai-je inquiète. C'est comme tu veux. Je préfère pas. C'était un peu sec, mais j'avais besoin de retrouver une forme d'indépendance, de me libérer d'Alice et de son regard, certes bienveillant, mais très infantilisant. Et puis, ce serait toujours un témoin du fiasco en moins. D'accord, me répondit Alice. Elle ne sembla pas vexée par ma position. Nous roulâmes quelques instants en silence. Tu vas pas me lâcher, hein ? Génis-je, effrayée par la perspective de tout perdre. Elle rit en tirant sur mon épaule pour me ramener contre elle. Ah, Daphné, t'es vraiment un grand bébé, hein. Je fermai les yeux dans les bras de mon agent qui croyait en moi. Dans cette voiture, elle était bien la seule. Arrivée à l'hôtel, Alice me reconduisit jusqu'à ma chambre en me faisant promettre de prendre un bon bain, de manger et surtout dormir. Je répondis par des oui-oui automatiques. La seule chose à laquelle j'aspirais là tout de suite était de m'isoler loin du reste du monde. Une fois dans ma chambre, je pris une petite douche bien chaude avant de me glisser dans mon pyjama. Je renonçais à dîner. J'avais la nausée. Je n'aurais rien pu avaler. Je somnolais devant la télévision, me repassant encore et encore les scènes de la journée, l'humiliation, la honte, quand mon téléphone se mit à sonner. Je l'attrapais et soupirais en apercevant le nom de mon correspondant. Wen. J'imaginais bien qu'Alice avait coordonné l'appel, car Wen ne m'aurait jamais téléphoné de lui-même à 21h20, trop occupé qu'il était entre son travail et les cours. Allô ? Bonsoir, Daphné. Alors, cette première journée, raconte. Alice t'a pas dit ? Alice ? Ah, non, je l'ai pas eue. Pourquoi ? Elle avait quelque chose à me dire ? Mon agent n'avait rien fait. Wen s'inquiétait juste pour moi et avait pris le temps de m'appeler. Les larmes affluèrent. C'était l'enfer. J'ai fait de la merde. Je suis nulle, Wen. J'éclatai en sanglots. Hein ? Mais arrête enfin, Daphné, tu n'es pas nulle. Si tu m'avais vue aujourd'hui, t'aurais pas le même avis. Je devais me vider la tête, être dénuée de tout sentiment, et j'y arrive pas. J'arrive à rien, je te jure, c'était horrible. C'est pas toujours évident de jouer la comédie. Il existe des expressions et des émotions difficiles à interpréter, surtout si on ne les a jamais connues. Mais c'est mon boulot d'être capable de les imaginer. Pourtant, j'ai pas su faire. Je suis une merde, ouais. Je suis une merde. Ne dis pas ça. Tu es une bonne actrice. Jamais la Warner n'aurait pris une fille sans talent. J'en sais rien. En plus, ils m'ont coupé les cheveux. Je suis laide, c'est ignoble. Je veux pas que tu me vois comme ça. Il rit sincèrement, et cette effusion spontanée me remit les pieds sur terre. Je me sentais con. On s'en fiche, Daphné. Ce ne sont que des cheveux, ça repoussera. Je soupirai. Ouais, je suis bête, reconnus-je, un peu honteuse. Entre les cheveux, mes échecs et ma journée passée à penser à des choses tristes comme la mort ou la maladie, j'ai pas trop la forme. Peut-être que tu devrais t'inspirer d'événements moins graves, mais plus réalistes, de sentiments plus forts. Extrapoler, fantasmer l'émotion. Enfin, je dis ça, je suis même pas certain que ce que je raconte ait du sens. Si, ça a du sens. Mais j'étais perdue, Je me passais la main sur le visage. Puis c'est vrai que la visite à la prison ce matin m'a un peu retournée. J'avais beau soutenir l'inverse à mon agent, je devais bien admettre que le souvenir de ma rencontre avec Marine et Kim me hantait.
Mais oui, c'est normal de craquer, Daphné. Garde courage. C'était une journée bof. Demain, ce sera peut-être une journée waouh. Je ris doucement. J'avais tant de chance de la voir. Excuse-moi, Wen. Soufflai-je. Je parle que de moi. Je recommence. Pardon. Vas-y, raconte-moi un peu ta journée. Ça va mieux avec Wang? Finalement, vous avez trouvé une personne supplémentaire ou pas? Ils t'ont reparlé de Londres? Et de Cheshire, ça va? Pas trop capricieux? Daphné, ce n'est pas un système de stricte équivalence, voyons. Si tu es dans une mauvaise passe, tu parles et je t'écoute. Et le jour où j'aurai des problèmes, ce sera l'inverse. Je baissai le nez. Tu m'en parleras vraiment? Il y eut un long silence qui me permit de comprendre que j'avais tapé juste. Il ne me disait pas tout. Je ne veux rien te cacher, m'assura-t-il d'une triste petite voix. Et pourtant, je laissai ma phrase en suspens. Il prit une profonde inspiration. Je n'ai pas une position facile, tu sais. La situation dans laquelle je me trouve actuellement, écartelée entre les bonheurs que je vis auprès de toi et le dégoût que m'inspirent mes mensonges à ma famille, est compliquée. Et je préfère te tenir loin de tout ça. Parce que tu n'as rien demandé. Parce que, quelque part, il n'est pas juste que tu subisses les conséquences de choix qui ne t'incombent pas. Wen, c'est très noble de ta part. Mais moi, je veux qu'on soit deux tout le temps, que tu comptes sur moi. On est deux pour tout, quand ça va, mais surtout quand ça ne va pas. Il rit doucement. Quoi? Qui est-ce qui est drôle? M'inquiétai-je. Rien, Daphné. C'est juste la première fois qu'on me réclame ce genre de choses. Et ce n'est pas désagréable. Les autres n'avaient pas envie de te soutenir quand ça n'allait pas? Disons qu'elles appréciaient que je me montre fort en gérant mes problèmes comme un homme, un vrai. Je grimaçais de dégoût. Comme un homme, un vrai. Voilà un concept qui empestait le moisi. Ma grand-mère aurait adoré. Pouah, c'est pas être en couple, ça. Et t'as subi sans broncher. Je voulais être celui dont elle rêvait. J'avais peur de les perdre, alors. Oui. Je me glissais sous la couette, en quête de chaleur physique. Peur de les perdre? Toi? Je pouffais. T'es un petit cœur, Wen. Tu rendrais heureuse n'importe quelle fille. Dois-je te rappeler que toutes mes copines, sans exception, ont fini par me larguer? Ah, j'ai dit que tu conviendrais à n'importe quelle fille, pas que tu savais les choisir. Je dois reconnaître que depuis que je suis avec toi, je commence à comprendre mes échecs passés. Ah, Wen. Je t'aime, mon doudou. Tu me manques terriblement. C'est pire que quand je suis en Irlande. Me désespérais-je. J'ai également beaucoup de mal à supporter cette distance si courte et en même temps trop grande. Heureusement, on se verra facilement sur tes jours de repos. Dans 5 longues journées. Oui, approuvai-je, des trémolos dans la voix. Ne pleure pas, me consola-t-il doucement. Ça va passer vite, tu verras. Je sais, mais j'ai tellement besoin de toi, là. J'essuyai mes joues où glissaient les larmes. Et je suis là, Daphné. Je serai toujours là, me promit-il solennellement. Je retrouvai le sourire. Merci, ouais.